C'est Smart Mag, le magazine des nouvelles intelligences. On s'intéresse aujourd'hui au travail à l'heure du numérique. Ça pose beaucoup de questions, des questions d'ordre social également, avec de plus en plus de travailleurs indépendants sur les plateformes, avec une nouvelle économie qui se construit souvent avec des sites qui sont hébergés à l'étranger. Quelles sont les recettes à un moment où on s'interroge aussi sur la formation des salariés? Il faut de l'argent. On va en parler avec nos invités dans le cadre d'un colloque qui se déroule ici à France Stratégie, un colloque sur le travail à l'heure du numérique. Et on est dans le lab de France Stratégie avec nos invités. Julien Rousselon de France Stratégie, merci d'être avec nous. Et également Yves Verrier, secrétaire confédéral de Force ouvrière. Donc la digitalisation, ça inquiète un petit peu parce qu'on se dit, création, destruction d'emplois. On a abordé déjà ce sujet ici. Et c'est aussi des réflexions autour des politiques sociales. On voit de plus en plus ressurgir le mot travailleur, là où on parlait de salarié. Mais lorsqu'on est sur des plateformes, on n'est pas salarié de ces plateformes. Donc ça pose aussi la question de la protection sociale des personnes qui travaillent sur ces plateformes, Yves Verrier. Oui, absolument. Alors, sur le premier chapitre, destruction, création d'emplois, qu'est-ce qui restera au final? Les estimations sont variables, donc on n'a pas vraiment de réponse. Je me souviens, en regardant un peu ce qu'on pouvait dire dans les années 80, on avait déjà interrogé les impacts de la robotique, etc. Et à l'époque, certains experts pensaient qu'à la fin de ce qui est devenu maintenant le siècle dernier, 10% de la population active assurerait la production d'ensemble des biens matériels nécessaires à l'humanité. Bon, ça ne s'est pas produit, donc voilà, on voit bien qu'on a du mal un peu à voir ce qui va se passer. Par contre, il y a effectivement des impacts un peu nouveaux qui ne sont pas massifs pour le moment, mais par exemple l'économie de plateforme, notamment sur la question du statut des travailleurs. Il faut savoir que d'un point de vue syndical, pour nous, un travailleur, il n'est pas forcément salarié. C'est vrai que depuis longtemps et très largement, majoritairement, ce que nous prenons en charge, ce sont les travailleurs salariés. Mais y compris du point de vue d'ailleurs des normes internationales du travail, en matière de droit à la négociation collective, on a systématiquement répondu qu'un travailleur, même indépendant, a le droit de s'organiser pour négocier collectivement avec ce qui n'est pas son employeur, mais son donneur d'ordre. Donc, ces questions-là, elles doivent être abordées de cette façon-là. Alors, c'est un champ un peu nouveau parce qu'avec les plateformes, c'est vrai que ça s'élargit plus que ça n'existait jusqu'à maintenant. Voilà. Julien Rousselot, aujourd'hui, on se réinterroge, on doit faire une mise à jour de notre protection sociale au regard de cette économie du digital qui est en train d'infuser toute la société? Alors, de manière générale, le sujet de ce qu'on appelle parfois les faux indépendants ou bogus self-employment, en anglais, effectivement, est identifié depuis déjà plusieurs années. C'est vrai qu'il se traduit du coup par parfois une non-éligibilité à certains droits sociaux ou une éligibilité qui en tout cas est insuffisamment complète. Il y a plusieurs manières ensuite d'envisager le débat sur finalement l'extension de la protection sociale à cette frange de la population qui est un peu mal définie en matière de statut vis-à-vis de l'emploi. Alors on pourrait penser tout simplement à étendre soit la portée, soit la couverture des filets de sécurité sociaux minima, auquel cas on est sur des mécanismes financés par l'impôt mais qui vont rester relativement minimalistes. Soit on peut penser, et c'est peut-être plutôt ça qui est dans le débat public aujourd'hui, à étendre les mécanismes de type contributif plus proches de l'architecture globale de notre sécurité sociale et d'ailleurs des systèmes de protection sociale d'un certain nombre de nos voisins en Europe continentale, étendre donc ces systèmes à ces faux indépendants pour reprendre cette terminologie. Alors ça pose effectivement, ça peut passer par plusieurs en fait, types de démarches, soit on peut créer un statut éventuellement ad hoc. Dans ce cas-là, en ne gardant dans cette population d'indépendants que ceux qui ne relèvent pas déjà de professions bien documentées et répertoriées. Ça peut aussi passer par la création de comptes personnels, une démarche qui a déjà été promue au niveau européen, qui a déjà été impulsée en France. Et dans ce cas-là, effectivement, si on s'inscrit dans cette démarche de compte personnel, ça plaide plutôt pour une extension de protection sociale de type contributif. Vous savez que les comptes, souvent, résonnent en points. Et donc, les points suggèrent quand même que la manière d'abonder les comptes va dépendre de la situation professionnelle exacte de la personne. Pour terminer, puisque je pense qu'il ne faut pas être trop long, une problématique particulière quand même avec les populations qui ont un statut d'indépendant, c'est qu'il peut y avoir parfois, enfin c'était le cas sur les professions d'indépendants plus classiques, une certaine
enfin, une propension relativement limitée à la socialisation en fait via la protection sociale, autrement dit des catégories qui préféraient peut-être payer moins de prélèvements obligatoires, quitte à avoir une moindre couverture. Alors il reste à savoir si du coup ces faux indépendants qui finalement sont encore assez peu représentés dans le débat public, quelles sont leurs aspirations, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont aussi les moyens de contribuer un peu plus pour s'assurer une meilleure protection sociale. Donc autrement dit, est-ce qu'on peut penser la question de leur protection sociale totalement indépendamment de la question de leur niveau de rémunération actuel? Alors, c'est des sujets qu'il faut traiter rapidement ou pas? Parce qu'on ne sait pas trop combien il y a de personnes aujourd'hui qui travaillent sur ces plateformes et si on va aller vers une explosion de cette nouvelle forme de travail. Il faut à la fois les traiter rapidement, mais il faut faire attention à ce que ce ne soit pas le cheval de Troie pour défaire ce qui concerne la majorité des travailleurs aujourd'hui. Pourquoi je dis cela? Parce que les systèmes de compte personnel, par exemple, on comprend bien, c'est le sac à dos social, c'est-à-dire qu'on puisse transporter ses droits en matière d'accès à la sécurité sociale, par exemple, quel que soit son statut, aujourd'hui, demain, après-demain, à condition que ce ne soit pas un compte personnel pour solde de tout compte, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, voilà, tu as ton compte et maintenant tu te débrouilles, tu t'adresses à qui tu veux. C'est-à-dire qu'on défasse les systèmes collectifs qui ont pour vocation de prendre en charge justement la protection sociale, la sécurité sociale. Il y a une chose qui est certaine, c'est que l'individu il raisonne en règle générale à très court terme. Il ne pense pas à son risque demain. Sauf à avoir suffisamment largement de moyens, il va peut-être prendre une assurance vie, une assurance personnelle, mais sinon, il va privilégier, en fonction de ses revenus, sa dépense immédiate, sa consommation immédiate. Et c'est les systèmes collectifs qui permettent de faire en sorte que l'individu se projette sur le long terme et se protège sur le long terme par un système d'assurance collective. C'était les systèmes de protection sociale. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire monsieur sur le caractère contributif qui responsabilise à la fois individuellement et collectivement. Il y a un autre point aussi auquel il ne faut pas perdre de temps, par contre, c'est la sécurité immédiate sur le lieu de travail. On n'y pense pas assez, mais on parle des chauffeurs Uber, mais il y a aujourd'hui le télétravail, il y a aujourd'hui les espaces de coworking, les travailleurs, même salariés, sont à distance de leur entreprise, mais qui se préoccupent de leur santé, de leur sécurité sur le lieu de travail. Et là, ça pose des questions qui sont immédiates, auxquelles on ne peut pas attendre. Qui est le responsable et qui, finalement, va participer au financement des systèmes qui ont pour vocation de protéger la santé et la sécurité au travail? Il y a tout le système d'inspection du travail. Est-ce qu'on a assez d'inspecteurs et de contrôleurs du travail pour aller inspecter, justement, ces lieux de travail qui échappent à l'entreprise donneur d'ordre ou employeur? Oui, cette nouvelle économie, elle pose beaucoup de questions, des questions qui sont nouvelles, d'autres pas. Ça pose aussi la question des déficits publics. Vous abordiez tout à l'heure la question de la destruction, création d'emplois. On sait très bien qu'il y a des pans entiers de l'économie qui vont pas obligatoirement disparaître très rapidement, mais il y a des emplois qui vont disparaître. Et donc, ça veut dire que c'est moins de cotisations, c'est moins de recettes pour l'État. Et en même temps, il va falloir qu'on forme toujours plus les salariés pour s'adapter à la révolution digitale. Donc c'est un questionnement aussi, les nouvelles recettes qu'il faudra trouver. Est-ce qu'il faudra taxer l'intelligence artificielle, taxer les robots Enfin, peut-être pour nuancer quand même, cette forme de travail qui est parfois perçue comme relativement précaire a pu prendre la place d'un travail informel qui, pour le coup, n'était vraiment pas du tout inclus par définition dans la protection sociale. Ce déport depuis le travail informel n'est sans doute que partiel, mais on peut quand même penser que pour les plus petits jobs induits par la digitalisation, on a finalement un déport assez bénéfique du travail informel vers cette forme de travail peut-être encore mal encadrée par la protection sociale, enfin mal couverte, mais néanmoins formelle, et donc on peut aussi voir cela parfois comme un progrès. Pour ce qui est des sources de recettes, donc de toute façon, au niveau des effets macroéconomiques de long terme, cette proposition autour des robots renvoie à des débats déjà très anciens liés à d'autres révolutions économiques antérieures. Enfin, l'histoire, si tant est que l'histoire puisse nous enseigner quelque chose, puisqu'on n'est pas dans le domaine des sciences dures, mais tend plutôt à prouver qu'on ne peut pas tellement aller contre l'innovation, sauf à se tirer une balle dans le pied, et que donc pénaliser respectivement plus les secteurs créateurs de valeur et d'emplois à terme n'est pas forcément très bon. Alors c'est vrai que quand on est sur les plateformes, on n'est peut-être pas sur le versant toujours le plus high-tech de la digitalisation. Néanmoins, si on
pénalise, enfin si on taxe davantage les robots, on est quand même finalement sur un subventionnement implicite des emplois moins qualifiés au détriment des emplois plus qualifiés qui vont être induits par le progrès technique. Donc a priori, ça ne paraît pas comme forcément la piste la plus crédible, y compris vis-à-vis des autres puissances économiques émergentes ou actuelles, puisque les robots eux aussi peuvent voter par les pieds et partir ailleurs. Donc si vous voulez, voilà un peu... une première réponse. Le sujet est complexe, on ne peut pas évidemment le simplifier. Néanmoins, cette question des recettes est extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des ressources qui échappent aux États européens, notamment parce qu'il y a ces grands noms de l'économie nouvelle, du numérique, qui jouent de l'évasion fiscale. Donc, c'est un vrai sujet. Où trouver les nouvelles recettes? Comment s'organiser? Est-ce que c'est le concert des nations qui doit s'organiser? Alors, bon, c'est un sujet, ce que disait monsieur tout à l'heure est juste d'ailleurs, ce n'est pas un nouveau sujet. Les paradis fiscaux existaient avant la numérisation. La numérisation, elle favorise un peu plus l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale, etc. Donc là, il y a véritablement un enjeu en termes de politique fiscale qui dépasse l'échelle d'un État. Il faut, à minima, au niveau européen, qu'on s'attaque au sujet et qu'on crée une taille critique qui fasse qu'on évite cette évasion fiscale. Il y a des réflexions qui ont été menées après la crise de 2008 au niveau du G20, aussi sur cette question de paradis fiscaux. Donc, bon, on est loin d'avoir résolu le problème. Hein. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais ces chiffres circulent assez régulièrement sur la masse que représente l'évasion fiscale en termes d'absence de recettes fiscales et donc évidemment de moyens en matière de services publics, de protection sociale, d'investissement dans l'éducation, la formation, etc. Donc là, il y a un enjeu majeur. Il faut aussi avoir en tête qu'il va y avoir des emplois qui vont être transformés, certains qui vont disparaître, d'autres qui vont se créer. On a du mal à bien évaluer tout cela. Mais il y a aussi, dans le terme de la transformation, des sources en matière, y compris d'activité. L'Organisation internationale du travail a fait une enquête sur ce que représente aujourd'hui le service à la personne, les soins à la personne non rémunérés. Tout ce qui est fait au jour le jour, à l'intention des enfants, des parents, des grands-parents. Et l'OIT estime qu'à l'échelle mondiale, ça représente 16,4 milliards d'heures par jour consacrés aux activités de soins non rémunérées, ce qui représente l'équivalent de 2 milliards de personnes travaillant 8 heures par jour sans rémunération. Eh bien, la numérisation, on parle souvent d'hommes augmentés, c'est-à-dire que le numérique favorise la qualification ou le changement d'un emploi en le surqualifiant. Dans le service à la personne, on voit qu'il y a de la ressource. Et pourquoi le service à la personne est toujours soit non rémunéré, soit très mal rémunéré, alors que ça devrait être en société le premier des emplois les mieux rémunérés, que de servir un enfant, une personne âgée, dépendante, ou un industriel, un ingénieur ou une ingénieure qui a besoin qu'on s'occupe de ses enfants parce qu'elle va travailler. Donc, pourquoi ces emplois sont mal rémunérés? On va pouvoir les améliorer franchement avec le numérique, justement, les robots. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment se pencher. Il y a une ressource majeure en termes de valeur, de création de valeur, qui permettra de nourrir justement les besoins dont on a en termes de redistribution ensuite et d'organisation de services de sécurité sociale ou de services publics. Donc la révolution digitale qui s'accélère assez régulièrement au rythme des nouvelles solutions technologiques, elle amène donc beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a des réponses actuellement qui sont portées par les États en France, également en Europe, sur les questions de protection sociale, sur les nouvelles fiscalités? Alors, il y a déjà le développement de la portabilité des droits, qui a quand même été mis à l'agenda. Donc, on en parlait, si ma mémoire est bonne, à l'instant. Après, si vous voulez, l'enjeu est aussi de savoir si le fait qu'il y ait le renforcement, qu'on ait vu l'émergence de ce travail relativement précaire, n'a pas été pour les travailleurs concernés, finalement, une solution de repli par rapport à un chômage ou un sous-emploi assez massif. Autrement dit, est-ce que le numérique est responsable de cette forme de nouveau précariat, ou est-ce que ce nouveau précariat n'a pas répondu à une main-d'œuvre, si vous voulez, qui était en recherche d'une première insertion professionnelle? Il a été dit aujourd'hui lors de la table ronde, je dois dire, je ne me souviens plus par qui, que la proportion si vous voulez, de travailleurs de plateforme qui ne vivaient que de ces ressources était en fait relativement faible. Et donc, on peut se poser la question,
si l'important n'est pas surtout de s'assurer que, ça rejoint d'ailleurs le sujet de la formation que vous évoquiez, que finalement ce type de métier soit aussi une première, si vous voulez, transition vers des emplois peut-être plus riches en contenu, mieux rémunérés, plus stables. Si ces emplois jouent le rôle de transition vers un emploi plus stable, dans ce cas-là, on n'a pas forcément un problème durable de protection sociale associé à ces emplois. C'est un peu le débat qui a pu avoir lieu en Allemagne avec les mini-jobs, qui ont été beaucoup accusés de promouvoir finalement, enfin de contribuer à une forte augmentation de la pauvreté dans l'emploi et de baisse des standards sociaux. Maintenant, avec la baisse du chômage en Allemagne, ils se sont quand même pour certains transformés aussi en premier sas de retour à l'emploi pour des travailleurs qui en étaient exclus. Et sachant que pour d'autres, ils voulaient parfois tout simplement n'avoir qu'un emploi à temps partiel, des étudiants, des personnes âgées. Donc il reste à voir si en France on arrive aussi à ce que ces formes d'emploi n'assurent qu'un rôle transitoire d'insertion dans l'emploi ou de retour vers l'emploi. Très bien. Merci beaucoup, Julien Rousselot, France Stratégie, expert donc France Stratégie, et Yves Verrier, donc secrétaire confédéral de Force Ouvrière. Voilà, notre rendez-vous sur le travail à l'heure du numérique se termine. Merci encore à France Stratégie de nous avoir accueillis. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous de Smart Mag, le magazine des nouvelles intelligences.